La suppression partielle de la taxe d'habitation fait encore couler un peu d'encre chez quelques élus, notamment des élus de l'opposition. Et puis l'avenir de Paris, l'avenir de Paris va être en question ce matin avec Pierre-Yves Bournazel, qui est député Les Constructifs de Paris précisément, et aussi conseiller de Paris avec nous ce matin. Pierre-Yves Bournazel, bonjour. Bonjour. Bon, alors la taxe d'habitation, on pensait que c'était réglé, que le Conseil constitutionnel avait rendu sa décision, et puis on s'aperçoit que c'est pas aussi simple et qu'il y a encore pas mal d'élus qui bougent et qui sont hostiles à cette suppression partielle. Votre avis? Oui, c'est une question de stratégie, la fiscalité. Moi, j'aurais préféré, avec d'autres, effectivement, qu'on aille vers une hausse de la TVA sociale, une hausse de la TVA, qui aurait compensé une baisse des charges. Le gouvernement, lui, a fait le choix de la hausse de la CSG et d'une suppression partielle et progressive tout au long du quinquennat de la taxe d'habitation. Pourquoi Macron n'a pas fait ça? Parce que justement, les candidats de droite à l'époque de la présidentielle avaient plutôt en tête il a fait ce choix qui a le mérite de la cohérence, et c'est un des points de différence que nous avons, nous les constructifs, le centre droit, avec Emmanuel Macron, alors que nous soutenons beaucoup de ses réformes, la réforme de l'école, la réforme du travail. Voilà, c'est un choix fiscal. Et ce qui est important maintenant, c'est qu'il assume jusqu'au bout son choix fiscal, parce qu'il faut de la cohérence, de la lisibilité et de la stabilité dans les choix fiscaux. Et je souhaite que le gouvernement puisse, dans les années qui viennent, réformer profondément notre État, diminuer la dépense publique de fonctionnement pour annoncer des baisses d'impôts et de taxes, parce qu'aujourd'hui, que ce soit sur le travail ou que ce soit sur les ménages, il y a trop de pression fiscale. Est-ce qu'il pourrait y avoir encore des questions prioritaires de constitutionnalité là-dessus, sur la taxe d'habitation? Pas de moi en tout cas. Mais il en est question chez les Républicains notamment. Je crois qu'il en est question chez les Républicains, mais je dois dire que je suis moins bien informé. Je crois qu'on a eu le débat. On a eu ce débat politique. Il a été tranché à la fois par les Français, puisque Emmanuel Macron a été élu président, et il avait dit qu'il le ferait. Il y a eu un débat au Parlement. Je crois que maintenant, il est bon qu'il y ait de la stabilité dans l'action de la politique fiscale du gouvernement. Mais sur le plan justement de la fiscalité, le compte n'y est pas pour vous avec Emmanuel Macron aujourd'hui? Moi, j'encourage le gouvernement à poursuivre ses réformes, parce qu'il fait de bonnes réformes. Je souhaite qu'il engage sur le plan de la fiscalité. Je souhaite qu'il engage la réforme de l'État, c'est-à-dire le poids de la puissance publique dans notre pays. Nous avons besoin d'alléger les dépenses publiques de fonctionnement pour progressivement, dans le quinquennat, aller vers plus de baisse des impôts et des taxes pour les entreprises et les ménages. On en est très loin. Mais parce que la situation est difficile, mais en réformant le travail, en réformant l'école, en annonçant la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle, le gouvernement est en train de relancer la dynamique économique. Et donc il va se donner pas d'économie pour autant. Il va se donner des marges de manœuvre pour pouvoir créer les conditions d'une réforme plus profonde encore de l'État. En tout cas, c'est ce que je souhaite et ce que nous souhaitons, nous, dans notre groupe à l'Assemblée nationale. Vous êtes bienveillant, en fait. Oui, je crois qu'il faut être bienveillant, parce que comme beaucoup de Français, nous voulons la réussite d'Emmanuel Macron. Quand est-ce que vous la jugerez, cette réussite? Est-ce que les résultats, ils doivent intervenir quand, à votre avis? Écoutez, je crois que c'est sur un quinquennat que l'on juge la capacité d'un président de la République et d'un gouvernement d'agir pour le bien des Français. Moi, j'ai trouvé que ces 6 premiers mois, un peu plus maintenant, ont été utiles pour le pays. Il y a eu des réformes qui ont été menées, que les uns et les autres, à gauche et à droite, n'avaient pas eu le courage de faire dans le passé. Et ces réformes, elles sont celles que nous portions à droite et au centre. La réforme du travail, je l'ai dit tout à l'heure, la réforme de l'école, la lutte contre le terrorisme. Va s'engager aussi un certain nombre de réformes, je disais tout à l'heure, l'apprentissage, la formation professionnelle, le droit à l'erreur, le logement. Nous avons besoin de dynamisme et je souhaite que le gouvernement continue et amplifie les réformes. Alors vous êtes un député constructif, vous appartenez à un mouvement qui s'appelle Agir. Oui. Quelle est votre utilité? Pourquoi vous n'avez pas rejoint directement La République En Marche? Thierry Solaire l'a fait. Nous sommes issus de la droite modérée et du centre. Et nous sommes ensemble, nous avons le mérite de la cohérence, des idées humanistes, libérales, sociales, réformatrices, européennes, et nous voulons les défendre dans le débat public. Et à l'Assemblée nationale, nous sommes effectivement constructifs, c'est-à-dire que nous voulons que le gouvernement réussisse. Nous avons un président de la République qui a fixé le cap, qui est réformateur, et nous pouvons nous en réjouir. Et nous avons un bon Premier ministre. Philippe est un bon Premier ministre. Ah oui, puisqu'il est issu de nos rangs. Il fait partie de votre sensibilité. Issu de nos rangs, je trouve que c'est un bon Premier ministre parce que c'est un homme d'État qui est très lucide sur la situation, qui est réformateur, qui fait de la pédagogie et qui est très respectueux des différentes sensibilités. Comment vous expliquez que le Premier ministre et le Président de la République, d'ailleurs, aient un regain de popularité après une chute pendant l'été? Parce que je crois que les Français comprennent que le Président de la République et le Premier ministre ont une feuille de route, qu'ils tiennent leurs engagements, qu'ils expliquent les réformes qu'ils mènent. Et les Français ont envie, encore une fois, je le crois, que ce gouvernement
que ce président réussisse parce qu'ils savent bien que c'est l'intérêt de la France. Ça fait 40 ans que les réformes n'ont pas été menées, en tout cas de manière souvent trop partielle. C'est la raison pour laquelle on a un chômage de masse important, c'est la raison pour laquelle l'ascenseur social ne marche plus, notamment à l'école. Nous avons un problème aussi sur la formation professionnelle parce qu'on voit bien que les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, nous sur le terrain, le problème d'adéquation entre les formations et la réalité du monde de l'emploi aujourd'hui. Et le gouvernement s'attelle sur tous ces sujets à réformer. Vous êtes dans la majorité aujourd'hui en fait, finalement. Écoutez, moi j'essaye d'être libre. Ouais. Cette liberté, c'est de pouvoir... Vous êtes plutôt dans la majorité que dans l'opposition. Je vote beaucoup, effectivement, des projets de loi. J'ai voté la loi travail, j'ai voté le budget de l'État. Je me suis abstenu, en revanche, sur le budget de la sécurité sociale, puisque là, on en parlait tout à l'heure sur la stratégie fiscale, quelques désaccords, sur la hausse de la CSG. Nous ne sommes pas favorables à la hausse de la CSG, nous étions favorables à la TVA sociale. Bon. Mais globalement, je trouve que ce gouvernement est un gouvernement de réformes, et de réformes utiles pour le pays. Alors, votre ancien parti, Les Républicains, il a un président maintenant qui s'appelle Laurent Wauquiez. Est-ce que, à votre avis, il se droitise, il sort de la ligne que vous auriez aimé qu'il soit suivi? C'est pas ma ligne politique, c'est très clair. Ouais. Je respecte les Républicains et je respecte son président. Je ne suis pas dans la critique et la dépréciation. Je trouve que les Français n'ont pas besoin de cela, et pas de querelle politicienne. Simplement, la ligne identitaire qui est portée par Laurent Wauquiez et les Républicains aujourd'hui, c'est une jambe de la droite. Lorsque Jacques Chirac a créé l'UMP, il y avait 3 règles. La première règle, c'était le rassemblement le plus large possible. Les gaullistes, les sociaux, les démocrates chrétiens, les radicaux, tous ensemble. Aujourd'hui, on voit bien que là, c'est une seule jambe, une jambe identitaire. Deuxièmement, il y avait la volonté d'avoir un discours profondément européen. C'est-à-dire que les gaullistes et les centristes qui s'étaient longtemps combattus sur l'Europe avaient trouvé des points de convergence pour avancer ensemble sur l'Europe. Et aujourd'hui, on pourrait avancer, par exemple, nous, sur l'harmonisation fiscale, l'harmonisation sociale. Les Républicains sont un parti qui risque d'être un parti anti-européen. Eh bien, aujourd'hui, sur l'Europe, on n'y voit pas clair, en tout cas. Et en tout cas, elle n'est pas affirmée, la volonté de réformer en profondeur l'Europe et d'afficher cette idée européenne. Et puis, en même temps, il y avait une volonté d'être très clair sur les idées vis-à-vis du Front National. Et aujourd'hui, malheureusement, je constate que sur beaucoup de sujets, il peut y avoir une porosité, c'est-à-dire que la ligne identitaire n'est pas une ligne qui permet de la clarté entre la droite républicaine. Personnellement, vous avez tourné la page ? Mais c'est pas de tourner une page. Je crois que la vie et la vie politique, c'est la même chose. C'est un mouvement. Voilà, on avance par rapport à ses idées, ses convictions, et pas par rapport à des chapelles. Les Républicains sont un parti que je respecte, et simplement, je ne me retrouve plus aujourd'hui dans sa ligne politique. Et donc, moi, je préfère défendre à l'Assemblée nationale et dans le pays les idées qui sont les miennes, qui ont été portées longtemps par Alain Juppé, dont j'avais été un des porte-parole pendant la campagne primaire. D'accord. Alors, il y a des élections municipales, on ne sait pas trop quand, si c'est en 2020, 2021. On parle de vous. Vous pourriez être candidat à ces municipales ? Écoutez, le temps des candidatures n'est pas venu. Vous l'avez dit vous-même, on ne connaît pas le calendrier. Je crois qu'en tout cas, nous avons besoin d'alternance à Paris. En 2020 ou en 2021... C'est une mauvaise maire, Madame Hidalgo ? Écoutez, je n'aime pas les critiques personnelles. Je crois que Madame Hidalgo est maire de Paris, elle aura un bilan. Moi, je conteste son bilan sur beaucoup de domaines, sur le stationnement, sur la question du logement, sur la question de la saleté des rues, sur la question de la tranquillité publique, sur le manque de vision aussi, sur l'ambition culturelle, sur l'attractivité économique et l'innovation. Je pense qu'il y a de nouvelles choses à faire. Je ne dis pas que tout ce qu'elle a fait est mauvais. Je pense qu'il faudra garder ce qu'elle a fait de bien. Il ne faut pas être sectaire dans la vie, mais il faudra changer ce qui ne fonctionne pas à Paris. Et donc, moi, je désire participer à la construction d'une alternance à Paris. Et vous pourriez mener le combat pour ça, il faut d'abord des idées, il faut d'abord un projet, il faut avoir du temps, il faut avoir l'énergie, il faut avoir l'enthousiasme pour le faire. Moi, j'y travaille, bien sûr, comme élu local du 18e arrondissement. Moi, je suis d'abord un élu, un habitant du 18e, à Paris, où je travaille beaucoup sur tous ces sujets-là. Mais le temps des candidatures n'est pas venu, parce que le moment venu, il faudra choisir celle ou celui qui rassemble le plus pour permettre l'alternance que souhaiteront peut-être les Parisiens. Si vous êtes candidat, vous pourriez être candidat à la fois de LREM, de Agir, enfin de la majorité présidentielle, finalement. En tout cas, ce que je crois, c'est qu'il faudra un candidat ou une candidate du rassemblement le plus large possible pour porter l'alternance. Car je crois que beaucoup de Parisiens attendent l'alternance. Des Parisiens qui ont voté Madame Hidalgo en 2014, qui peuvent être de centre-gauche, des Parisiens qui n'avaient pas voté pour elle, et plutôt pour les listes de Nathalie Kosciusko-Morizet, de centre-droit et de droite. Et je crois qu'il va falloir rassembler les Parisiennes et les Parisiens qui aspirent à un autre management de la ville. Je pense que le problème du management est aussi
une clé des municipales. Madame Hidalgo donne le sentiment d'avoir toujours raison contre tout le monde à tout moment. Et je crois qu'il faut un maire ou une maire en 2020 ou en 2021, manager, rassembleur, en capacité de... Vous parlez comme Macron, là. Capable de travailler avec la région Île-de-France, avec la métropole, avec les communes environnantes, avec le monde économique, avec le monde associatif, et se confronter à des personnalités ou des institutions qui ne sont pas de votre sensibilité politique, mais de faire avancer dans l'intérêt général des dossiers pour Paris. Vous vous sentez en communauté de vue avec Mme Pécresse, la présidente de la région? J'ai beaucoup d'estime pour Valérie Pécresse, je m'entends très bien avec elle, et je trouve qu'elle est une très bonne présidente de région. Alors, 3 petites questions sur 3 points assez parisiens. Première question, vous dites sa politique de stationnement, c'est une catastrophe, hein, Mme Hidalgo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez à la place? Écoutez, aujourd'hui, près d'une voiture sur 3, à certaines heures du jour, circule parce qu'elle cherche une place pour se garer. Ouais. Donc ça crée... Sa politique de stationnement a amené plus d'embouteillages. Ouais. Là, avec la réforme sur le stationnement impayé, où les amendes étaient à 17 € et sont confiées maintenant aux municipalités, Mme Hidalgo a décidé de faire passer l'amende à Paris à 50 €. Ouais. Elle ne le fait pas pour sanctionner les personnes qui ne paient pas. C'est du racket fiscal? Je ne dirais pas ce mot-là. Je dirais qu'elle le fait pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle cherche de l'argent. Parce qu'elle n'a pas réformé aussi la ville de Paris et que les dépenses de fonctionnement, depuis presque 20 ans de gestion maintenant de la gauche municipale, ont sacrément augmenté. Il y avait 39 000 fonctionnaires et agents publics à la ville de Paris en 2001. Il y en a aujourd'hui près de 54 000. 54 000. Deuxième chose, la circulation automobile. Le plan de circulation, vous le condamnez? Mais je considère que c'est la méthode qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que cette volonté de passer en force ne peut pas marcher. La circulation doit se penser à l'échelle d'une métropole et de la région. On doit travailler avec les partenaires, j'en parlais tout à l'heure, avec la région, sur les transports Île-de-France, avec la métropole, avec les autres communes. Et moi, depuis très nombreuses années, je milite pour des parkings au port de Paris, de délestage, qui permettraient à des franciliens... Mais ça, il faut que les communes en question soient d'accord. Oui, mais Paris peut y prendre part aussi, peut porte. Hein, et j'ai fait des vœux il y a de nombreuses années qui ont toujours été refusés par la majorité municipale. J'ai vu que Mme Hidalgo commençait à rétropédaler et à dire peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée. Il serait temps, parce que ça permettrait de sortir de la voiture de Paris des franciliens qui, eux, pourraient finir leur transport en métro, par exemple, et chacun serait gagnant. Alors, troisième sujet sensible, on a appris ce matin que la France avait enregistré 100 000 demandeurs d'asile, ce qui est un record ces dernières années. Évidemment, Paris occupe une place très importante là-dedans, avec des problèmes majeurs, où on voit beaucoup d'immigrés clandestins qui dorment ici ou là dans Paris. Comment on règle le problème à Paris? Je crois qu'il y a 3 principes. Lesquels? Le premier principe, la dignité. Ouais. La dignité que l'on doit à des personnes qui, quelle que soit la raison de leur déplacement, vivent dans des conditions indignes. Et moi, je suis pour assumer des centres de lieux d'accueil temporaires pour qu'ils puissent se nourrir, se loger. Mais vous les fixez en faisant ça? Oui, mais c'est la dignité de l'être humain. Ça, Madame Hidalgo ne l'a pas fait? Madame Hidalgo a essayé de le faire à la porte de la Chapelle sur un endroit. Simplement, elle ne peut pas tout faire. Le problème est un problème national, européen et international, si j'ose dire. Et donc la dignité vis-à-vis de ces personnes-là, c'est important. La dignité vis-à-vis d'ailleurs des riverains qui subissent les nuisances quand c'est dans la rue, donc il vaut mieux des lieux d'accueil fermés. Deuxièmement, la fermeté vis-à-vis des réseaux de passeurs. Il est vraiment urgent de mettre le paquet, notamment à l'échelle européenne, en multipliant les actions et le renforcement de Frontex. Première nationalité, les Albanais. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est encore un autre sujet, effectivement, dont on pourrait vraiment débattre. Et troisième principe que je souhaite qu'on voit érigé en plus de la dignité et de la fermeté, c'est notre nouvelle stratégie de coopération. Aujourd'hui, la France et l'Europe n'ont plus de stratégie de coopération. Le but, c'est de maintenir le maximum de population dans leur pays d'origine. Et pour ça, il faut développer l'accès à l'eau, l'accès à l'alimentation, l'accès à la sécurité de ces populations, l'accès à l'école, à la formation, pour leur permettre de se développer de chez eux. En revanche, la France doit assumer le droit d'asile lorsque des personnes fuient la guerre, notamment, et les devoirs de l'Europe et de la France de les accueillir dans de bonnes conditions. En revanche, tout ce qui concerne l'immigration économique, il vaut mieux développer la politique de coopération et le maintien de ces populations dans leur pays. Alors, on continue avec Valentin Pilate qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Pierre-Yves Bournazel. Alors on a une première question d'Alexis sur Twitter et qui aimerait savoir, du moins avoir votre avis sur l'exposition du Tché par la mairie de Paris. C'est également aussi la question d'un autre internaute sur Facebook, j'ai perdu son nom. Alors, l'exposition du Che, moi, j'ai pas de problème qu'il y ait une exposition du Che Guevara à Paris. J'ai un problème avec ce qu'a dit Madame Hidalgo, c'est-à-dire qu'elle dit que c'est un héros romantique. Bah non, c'est pas un héros romantique. Il est d'abord un personnage plus que trouble qui a du sang sur les mains. C'est la réalité historique. Et donc, c'est un criminel. Bah,
c'est aux historiens de le dire, mais de ce que j'ai lu et de ce que je comprends de l'histoire, oui. Et donc, je considère qu'on peut exposer évidemment l'histoire. Et le Che Guevara fait partie de l'histoire, comme d'autres personnes qui, malheureusement, dans l'histoire... Elle a fait une faute, donc, Madame Hidalgo. Un héros romantique, je trouve que c'est pas le mot approprié. Et je trouve que c'est évidemment pas à la hauteur de la fonction qu'elle exerce. D'accord. Un commentaire de Geneviève qui considère que n'être pas d'accord avec Emmanuel Macron, mais être proche de lui en même temps, c'est pas très constructif, et considère que vous êtes une grande perte pour les Républicains. Ben, je la remercie. Déjà pour la deuxième partie. Écoutez, je crois que la politique a quand même beaucoup changé avec l'élection d'Emmanuel Macron. C'est la première fois sous la Ve République que le candidat de la droite et de la gauche n'était pas présent au second tour d'une élection présidentielle. Un homme de 39 ans, que les Français ne connaissaient pas bien, 2 ans et demi avant, a été élu président de la République. Il y a eu une soif de renouvellement. Je considère que le président de la République tient ses engagements aujourd'hui, il réforme, il est à hauteur de la fonction, on le voit sur les questions notamment diplomatiques et les questions européennes, il réforme en profondeur le pays, il a pris des hommes et des femmes issus de la gauche modérée et de la droite modérée, il les a mis ensemble pour essayer de faire avancer les réformes que les uns et les autres n'avaient pas mises en œuvre. Eh bien moi, je veux lui donner sa chance. Je souhaite qu'il réussisse. Et peu importe si on vient des Républicains, si on vient du centre-droit ou de l'aile libérale sociale de la gauche, du centre-gauche, l'essentiel, c'est d'avoir envie de faire réussir son pays. Donc les lignes bougent et il faut que, évidemment, chacun prenne ses responsabilités. D'accord. Une question de Farouk sur Facebook. Quel dossier doit être traité en priorité selon vous à la mairie de Paris, du moins à Paris? Oh, il y en a beaucoup. Alors un seul. Un en priorité, s'il y en avait un. Écoutez, il y a la question du logement. Ouais. Il y a une crise du logement sans précédent. Je crois que là aussi, il faut changer. Vous êtes en phase aussi avec l'esprit du président de la République de ce point de vue, en disant que trop d'argent public fait monter les loyers? Alors oui, mais Paris est une situation un peu singulière, si vous voulez, par rapport au reste du pays. Je crois qu'à Paris, on a un problème d'offre. Et c'est un problème qui n'est pas que parisien, c'est un problème qui est un problème métropolitain. Et moi, je suis pour que la question du logement et d'urbanisme se règle à l'échelle métropolitaine. Je souhaite qu'on diversifie les offres de logement, qu'on trouve un équilibre entre le social, parce qu'on doit la solidarité vis-à-vis des plus humbles dans la République, mais du logement intermédiaire, notamment pour les classes moyennes qui ne gagnent pas assez pour aller dans le privé, mais qui ne trouvent rien dans le logement social, tel qu'il est conçu aujourd'hui par la mairie de Paris. Et je suis pour qu'on remette de l'accession sociale à la propriété. Et ça, aujourd'hui, on n'en a plus à Paris. L'accession sociale à la propriété, c'est un projet qui me tient à cœur et j'espère que dans le projet d'alternance qui se construira, eh bien, ce sera une des priorités. Mais on aurait pu parler de la saleté des rues. Oui, il y a d'autres dossiers, évidemment. En gros, ça veut dire que quelqu'un qui réside dans un logement social pourrait l'acheter? Oui, au bout de 5 ans, pourrait, ou 10 ans, selon ses moyens, acheter son logement. Et ça, c'est un mécanisme qui marche mal? C'est un mécanisme aujourd'hui qui ne fonctionne pas à Paris, et moi je souhaite qu'il soit remis au cœur de la politique municipale. Toujours une question de Farouk sur les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Et Paralympiques. Et Paralympiques. Parce que oui, vous êtes chargé de ce dossier. J'ai été chargé de ce dossier. Vous aviez été au Conseil régional. Oui, tout à fait. Et Paralympiques, oui, bien évidemment. Donc il vous demande en fait si ce sera possible d'accueillir tout le monde, et même est-ce que financièrement, ça sera bien encadré? Alors, il faut que les engagements soient tenus, mais ils seront tenus. Contrairement à beaucoup d'autres candidatures, ça coûtera moins cher. Pourquoi? Parce que 95% des équipements existent déjà ou seront des équipements temporaires. Donc il y aura le village des médias, le village olympique et paralympique et la piscine olympique. Mais les 3 sites seront reconvertis. La piscine, parce que c'est un équipement dont on a besoin, et le village olympique, paralympique et le village des médias seront reconvertis en écoquartier, logement, et moi je souhaite en plus qu'on puisse y attirer notamment l'innovation et de l'entreprise. Donc on voit bien là que ce sera un coût beaucoup plus faible. Et 50% du financement Solideo sera un financement privé. On sera à l'heure? Oui, il faut être à l'heure, tout est prévu pour qu'on y soit, oui. Dernière question. Dernière question, celle de Théo sur Twitter. Il aimerait savoir si selon vous, Hollywood, et en l'occurrence les Golden Globes qui se sont déroulés hier soir, c'est toujours du cinéma ou est-ce qu'au final ça ne devient pas de la politique? Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé hier soir au Golden Globes, avec le discours et la tonalité prise dans... autour beaucoup de Weinstein et de harcèlement sexuel. Moi, je n'ai pas regardé, donc j'ai un peu de mal à en parler. Ce que je sais, c'est que la question de l'égalité des hommes et des femmes est un sujet effectivement prioritaire dans les politiques publiques, que ce soit au travail, dans la vie courante, et notamment sur l'égalité salariale. C'est un sujet qui va venir sur la table. La France a fait des progrès? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Aujourd'hui, une femme n'est pas rémunérée au même poste de la même façon qu'un homme. Donc ça, c'est des sujets de société dont on va parler. Voilà, c'était le talk de Pierre-Yves Bournazel, que nous remercions, qui a répondu aussi à vos questions. Merci Valentin Pilate, et puis à demain pour de nouvelles aventures.